Avec ce générique, nous avons répondu au rendez-vous. Rendez-vous de 11h sur votre radio. Vous savez que c'est l'actualité, l'analyse justement de l'actualité. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la 93.5. Merci également à ceux qui nous suivent à travers le monde entier, à travers nos différentes plateformes digitales. Merci pour votre fidélité sans cesse. Le gouvernement togolais lance une deuxième édition de l'opération Kéligou pour garantir des fêtes de fin d'année sereines. Le ministre de la Sécurité Kalis Madoulba a procédé en début de semaine au lancement officiel de cette opération qui vise à renforcer et à déployer sur l'ensemble du territoire un dispositif sécuritaire afin d'assurer la protection des populations. Au-delà de la sécurisation des rassemblements, Kéligou vise à prévenir les accidents de la circulation, à lutter contre la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière et également l'extrémisme violent. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 26 décembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa sur la mise en onde, Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Aliro, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokode, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM. Là, nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi aussi des analystes, bien sûr en studio avec moi, confrères journalistes, Firmet Tako Agbo, bonjour. Bonjour Pascal Lessou, merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien. C'est Noël, nous sommes toujours en plein Noël, n'est-ce pas? Ah oui, mais justement, nous sommes en plein Noël. Alors, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Merci beaucoup. Et nous sommes au dernier vendredi, bien sûr, pour cette année 2025. Oh, c'est extraordinaire, ça veut dire le vendredi prochain, on sera en 2026. Justement. Oh, ça passe tellement vite. Qui peut imaginer ça? Donc, on a parcouru tous les vendredis de l'année, presque. Avec la grâce de Dieu, nous sommes toujours en bonne santé. Donc, ce n'était pas évident. C'est comme j'aime toujours vous citer les versets, quelques versets bibliques, quand il dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais ce que je peux t'enfanter. C'est évidemment, ça veut dire c'est la grâce qui te permet de découvrir le lendemain. Ça veut dire tout peut se passer à tout moment. Donc du moment où Dieu nous a aidés à parcourir tous les vendredis jusqu'au dernier vendredi de l'année, nous tenons sincèrement à lui dire merci. Et merci aussi particulier chaleureux à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, ceux qui nous critiquent, c'est une très bonne chose. C'est le charme de la démocratie. Et ceux qui nous ont supportés aussi. Et ceux qui nous ont supportés. Ceux qui nous ont supportés, parce que c'est difficile. Mais les gens doivent savoir que la démocratie, ça a un prix. C'est pas facile. C'est pas facile d'accepter que l'autre détruise tout ce que tu as dans ta tête comme idéologie, comme idée préconçue et tout ça. Donc, merci aussi à Canal FM pour cette confiance que vous nous faites. Nous ne sommes pas les meilleurs du Togo. Nous n'avons que de petites analyses, mais vous trouvez ça tellement responsable et vous nous faites confiance, vous nous invitez. Nous tenons sincèrement à vous dire merci. Merci pour tout, parce qu'ensemble, nous aidons le pays à aller mieux. Nous sommes tous des collaborateurs du service public. Du moment où Canal FM instaure ce débat qui est un jeu démocratique, c'est une manière aussi pour le Togo d'avancer sur le plan démocratique. Parce qu'ailleurs, sur certaines radios, dans certaines parties du monde, vous ne trouverez pas ces émissions. Parce qu'à Abidjan, par exemple, il serait difficile d'avoir des émissions comme ça. Et peut-être sur des médias de l'AES, il serait difficile d'avoir ce genre d'émissions. Alors bravo à Canal FM, bravo à ceux qui dirigent le Togo. Le Togo, comme on le dit, ça va mieux. 2025, je pense que c'est allé mieux. Le Togo s'est porté un peu mieux par rapport aux années précédentes. On espère que 2026 sera mieux que 2026. Sinon, le Togo va bien quand même. Ouais, finalement, ça va mieux et ça va bien. Et ça va bien. Là, vous répétez quand même quelqu'un. Sami Orosama, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur l'ensemble du territoire, un peu partout à travers le monde grâce à la magie du numérique. Ça fait plaisir de vous retrouver, merci de m'avoir invité. Si vous le permettez, tout à l'heure, Firmet disait que ça va très vite. Les jours s'égrènent rapidement et là nous sommes en fin d'année 2025. Malheureusement, les habitudes n'ont pas changé. Que ce soit en 2024, 2023, 2022, les mêmes habitudes continuent de se faire observer à travers nos différentes agglomérations. Le premier constat que j'ai fait, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, notamment des municipalités. Vous savez qu'il y a cette pratique-là, surtout ceux qui sont au bord des routes, lorsqu'il y a des décès, et ils prennent l'emprise publique, c'est-à-dire ils occupent la chaussée, tout en bloquant une partie donc, de la circulation. Ce n'est pas une bonne chose. Ouais, je pense quand même qu'il y a une autorisation. Ils obtiennent une autorisation, mais de la mairie. Ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans une grande ville. Lomé n'est plus Lomé des années 80-90. Les choses évoluent grâce aux efforts entrepris par les plus hautes autorités pour désenclaver des localités. Donc, pour permettre aux gens d'accéder à leur domicile aussi facilement. On ne peut pas, parce qu'il y a un décès, parce qu'il y a une veillée, parce qu'il y a une funéraille, prendre en otage une emprise publique, prendre en otage une chaussée, même si vous obtenez l'autorisation. Je pense que nous sommes des grandes familles. Si vous êtes au bord de la route, que vous n'avez pas la possibilité d'organiser des funérailles chez vous, il y a des lieux qui sont appropriés pour le faire véritablement. Pourquoi vous tenez coûte que coûte à bloquer la chaussée et à déranger la circulation de vos concitoyens? Je pense que les mairies doivent prendre en compte ces aspects-là. On peut faire mieux. Et je pense qu'on doit pouvoir faire mieux pour pouvoir ressembler à d'autres villes véritablement. Le deuxième élément, c'est que les habitudes restent les mêmes. Pascal, malheureusement, en 2025, nous sommes presque à la fin de 2025, mais nous continuons de voir nos concitoyens jeter les ordures sur la chaussée, un peu partout quand vous circulez. D'autres même se permettent d'uriner dans les caniveaux. Après, ils vont vous dire que la route ne vous appartient pas. Ils vont vous dire que ce n'est pas à votre père. Mais quelle salubrité nous voulons? Quel bien-être nous voulons? Si nous-mêmes, en tant que concitoyens, en tant que citoyens, nous ne nous inculquons pas les bonnes manières, nous n'avons pas de bonnes habitudes, de bons comportements. Parce qu'on se dit que oui, après les gens vont crier Lomé est sale, on ne balaie pas la ville de Lomé. Mais si vous-même, vous avez la possibilité de contribuer à assainir la ville de Lomé, pourquoi vous voulez salir avant d'aller crier sur tous les toits qu'on n'entretient pas la ville de Lomé et ses localités environnantes? C'est pas bon. Je pense qu'en 2026, nous devons extrêmement travailler pour changer ces comportements nocifs qui n'honorent pas le Togolais, qui est toujours considéré comme un modèle dans la sous-région. Le message est passé. Sami Orosaman, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est bien Gabin Diaro. Gabin, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour au plateau. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous venez directement de Palimé, puisque la fois dernière, vous étiez venu directement de Takpamé. Non, cette fois-ci, je suis à Lomé. D'accord. Sauf qu'hier, j'étais dans le yacht pour essayer de fêter avec les enfants de la localité. C'était quand même une très belle expérience. Vous êtes devenu le Papa Noël de ses enfants. Oui, on peut dire en quelque sorte. Mais c'était une très belle expérience de revivre ces fêtes au village et avec les enfants tout autour qui sont très contents, qui nous voulaient que juste le minimum pour s'égayer. J'étais vraiment très content. J'ai passé une très, très, très belle fête hier avec le peu de moyens, mais avec beaucoup de sourires de ces enfants et de ces parents-là qui étaient très contents de voir leurs enfants participer à des différents jeux que j'ai organisés avec quelques amis et tout. Donc, c'était quand même de très bons moments qu'on a passés hier. Et j'aimerais passer par ici, puisque c'est la dernière émission de cette année de 2025. Non, surtout de vendredi. Pas dernière émission. Oui, dernière émission de vendredi que nous faisons aujourd'hui. J'aimerais remercier le plateau, premièrement, les habitués, Firmin,
Samir, le grand frère Germain Pouli, monsieur Dalméda aussi, hein, et vous-même qui nous invitez à chaque moment. Ça a été un parcours de combattants, mais aussi de pur plaisir qu'on a partagé, l'échange des idées à chaque moment. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse exister dans notre démocratie, telle que nous le faisons aussi ici. Vivement que nos politiques s'en inspirent et que, bon, eux aussi, ils sachent que la politique avant tout, c'est un débat d'idées et sans animosité surtout, et que les populations, surtout ceux-là qui appellent très souvent dans ces émissions-là, Monsieur Basile, Madame Messi, Monsieur Pelé. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux, je ne les oublie pas, Monsieur Maouto et compagnie. Merci à eux à chaque moment d'apporter de leur contribution pour enrichir ce débat-là et qui vivifie aussi le club de la presse. Je ne peux que remercier et rendre grâce à l'Éternel pour tout le bien qu'il nous a fait durant toute cette année-là, même si ceux qui n'ont pas pu fêter hier, qu'ils se réjouissent parce qu'ils sont en vie, ils sont en bonne santé. C'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. C'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Et quand nous avons la vie, nous avons la santé, la bonne santé, je pense quand même que c'est toute une richesse que nous devons préserver. N'est-ce pas, monsieur le conseiller régional, j'allais dire, et l'homme d'Almeida, bonjour. Merci, bonjour. Conseiller régional, c'est un gros mot. Mais quand même, je voudrais remercier... Grand mot, mais c'est ce que vous êtes quand même, c'est votre titre. Pour la population, c'est un gros mot. Et nous estimons, nous avons souhaité contribuer également modestement au développement de notre pays. C'est pourquoi nous sommes présentés et Dieu faisant bien les choses, nous avons été élus. Donc nous contribuons au débat et pour la construction d'un meilleur Togo. Donc je voudrais remercier le Seigneur pour notre vie. Et nous avons encore vu Noël, c'est bien. On espère, comme ça se fait souvent en Afrique ou bien au Togo, on espère franchir l'année 2025 en bonne santé et surtout l'ancien appel aux conducteurs. L'ancien appel aux conducteurs pour qu'ils roulent plus calmement. C'est la prévention routière. C'est le moment de respecter la prévention routière. On ne sait pas pourquoi, vers la fin d'année, on a l'impression que les gens vont plus vite que d'habitude. Vers la fin d'année, les gens roulent en voiture, en moto, plus vite. On ne sait pas pourquoi. Donc, je les appelle au calme. Et je voudrais dire finalement, au nom du MMLK, que la lumière de Noël éclaire nos cœurs et nos communautés. D'accord. Que la lumière justement de Noël éclaire nos cœurs et nos communautés. Il y a des gens qui nous suivent en Irlande et ils nous disent même d'ailleurs qu'ils nous suivent 5 sur 5 et ils disent même grand merci à nous tous alors pour ces contributions que nous faisons justement à travers cette émission. Germain Pouli, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères et invités, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. J'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, ça va. On a célébré Noël. On espère voir l'année 2026. C'est l'essentiel. Oui, c'est la première prière. En 2026, on va prier pour voir 2027. Et ainsi de suite, en espérant que Dieu accordera une suite favorable, comme on dit, à nos requêtes, à nos prières. Mais il faut remercier Dieu pour ce qu'est en train d'être cette année 2025. On n'a pas connu trop de soucis de santé. On est encore vivant à quelques jours de la fin de l'année. On l'espère qu'on le sera jusqu'en 2026. Vous savez, quand la fin d'année approche, on se souhaite des vœux. Plusieurs vœux n'ont pas été réalisés, mais c'est tout à fait normal parce qu'on mourra sur des chantiers inachevés. Tout homme ne pourra jamais réaliser ce qu'il a prévu faire parce qu'on a toujours des choses à faire. Jusqu'au moment où Dieu nous retire la vie, on se rend compte qu'on était sur tel chantier qu'on n'a pas pu achever. Mais remercions Dieu pour ce qu'on a pu accomplir parce que généralement, on ne se félicite pas. On ne s'encourage pas pour le peu qu'on a pu accomplir. On pense qu'on n'a rien fait. Et quand vous êtes ingrat envers vous-même, c'est que votre corps, votre esprit ne sont pas assez motivés pour vous conduire vers d'autres succès et d'autres réussites. Donc, malgré l'environnement difficile, que chacun fasse l'effort de trouver ce qu'il a pu faire de positif
Et il y en a, on a fait beaucoup de choses. On a, même si c'est par millimètre, si c'est par centimètre, on a quand même avancé. Si c'est par mètre, par kilomètre, on a avancé. Donc il faut, en faisant le bilan, faire en sorte de s'encourager pour ce qu'on a pu réaliser, malgré les moyens qui ne sont pas toujours au rendez-vous, parce que nos ambitions sont plus grandes que nos moyens. Et donc c'est comme ça partout. Et chez tout le monde, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, en termes d'entreprise ou d'institution. Mais apprenons quand même à saluer le peu qu'on a fait. Et prions Dieu pour qu'il nous permette de faire mieux et beaucoup plus l'année prochaine. Donc c'est sur ce vœu-là que je vais boucler, parce que vous l'avez dit, on n'aura pas le temps de se voir avant 2027. Que Dieu nous donne déjà 2027, on espère qu'on y arrivera. 26. Donc, 2026. 26. 2026, moi je suis déjà 2027, amen. à 375 jours déjà. Merci Donc beaucoup, voilà, Germain. que Dieu nous donne 2026. Voilà. Juste après 2027. Voilà. Merci beaucoup, chers confrères et chers invités. Alors, c'est vrai que à la fin, nous aurons à faire cet exercice, surtout concernant des sujets qui vous ont marqué tout au long alors de l'année. Et vous allez vous prononcer là-dessus. C'est au moment où nous ferons justement le tour de table. Et vous allez vous prononcer alors sur ces sujets et également vos vœux. Et pour l'année 2026, nous allons l'écouter, bien sûr, à travers cette émission. Mais on va commencer avec ce sujet que j'annonçais en début d'émission. Le gouvernement qui lance la deuxième phase alors de l'opération Kéligou. L'opération Kéligou, vous vous souvenez, c'est bien sûr vigilance, le mot vigilance, et ça permet justement alors de renforcer et de déployer un dispositif sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national pour assurer la sécurité, surtout en ces moments de fête. Au-delà de ces questions alors de sécurité, on parle aussi de la sécurité routière, où il y a également des dispositifs qui sont mis en place pour que du moins on arrive à atténuer ou à éviter même si on le peut les accidents de la route. Voilà. Et l'homme, quelle est votre appréciation alors de cette opération? Non, je pense que c'est une très bonne chose, surtout pour la sécurité routière, surtout pour la sécurité des biens et des personnes. C'est une très bonne chose. Nous félicitons les autorités pour ça, parce que vers la fin de l'année, les gens ont toujours peur, il y a toujours une psychose, et il y a les gens qui disparaissent. N'oublions pas, il y a aussi beaucoup de personnes qui disparaissent dans le monde. Pas forcément liées à la politique, mais bon, il y a des trafiquants d'êtres humains. Donc, c'est une très bonne chose qu'en cette période de fin d'année, on puisse sécuriser les habitants, les biens et la nation tout entière. La sécurité d'un pays, c'est pas facile, me disait un de nos amis qui est dans les corps habillés. Donc, nous encourageons les autorités à faire ce genre de choses, ce qui contribue véritablement à la quiétude et au bonheur des populations. Gabin? Oui, la période de fête rime avec des risques, des risques d'accidents et autres, parce que pendant cette période-là, il y a assez d'abus, non seulement côté nourriture, mais aussi surtout côté de l'alcool. Ceux-là même qui prennent de l'alcool outre mesure et puis par après se retrouvent au volant ou bien au guidon d'une moto. Et ce sont eux la plupart du temps qui causent des accidents. Toi, tu peux dire que non, moi je respecte le code de la route, je suis sobre, mais voilà quelqu'un d'imprudent qui va venir te cogner. Voilà, à chaque moment, il faut essayer quand même de protéger la population et la présence des policiers sur la route. D'ailleurs, je profite pour tirer un chapeau à ces policiers-là qui font un travail assez louable encore une année. Ils ont véritablement essayé d'apporter ce qu'ils peuvent pour la sécurité routière. Ben, la plupart du temps, bon, les usagers de la route sont imprudents et ça, les policiers ne peuvent pas l'éviter. Et si vous-même, vous faites de l'excès de vitesse et tout, les policiers ne peuvent pas l'éviter. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas aussi excéder leur devoir. Donc, cette présence des corps habillés, ça peut sauver certaines personnes, mais à un moment donné, je pense que c'est à nous, usagers de la route, de prendre premièrement conscience de savoir que notre vie est très importante et que nous devons la préserver. Ce n'est pas les fêtes de quelques heures qui vont nous faire perdre la vie. Donc, il
il faut se prendre en charge, se prendre au sérieux et savoir ce qu'on peut, le nombre de litres qu'on peut boire pour ne pas être sous. C'est ça le plus important parce que même en période de fête, les parents ils courent de gauche à droite pour essayer de trouver un peu de vivre pour les enfants, pour ne pas que les enfants soient frustrés et tout. Mais il va falloir préserver sa vie d'abord parce que les gens font dans l'excès de vitesse. On t'appelle à Baguida, tu es peut-être à Dido Gomé, mais tu veux arriver dans 30 minutes. Il faut faire très attention et je pense que l'État pense à notre sécurité, mais nous-mêmes, nous devons penser à notre quiétude et à notre sécurité d'abord et ainsi nous aurons préservé nos vies. Jamais, si l'État ou le gouvernement reconduit l'opération Kélougou, ça veut dire que la première phase a été une réussite. Oui, la première phase a été une réussite. Et beaucoup ont souhaité que cette opération revienne. Il y a certains, à un moment par exemple, il y a un détail qu'on n'a pas beaucoup observé, c'est les vendeurs ambulants et un certain nombre d'acteurs au niveau des feux rouges qui avaient disparu entre-temps. Les gens se demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé. C'était à la faveur de cette opération. À présent, réapparu. Et aujourd'hui, à l'approche des fêtes, il y a un grand défi sécuritaire. C'est déjà celui des grands rassemblements. Les gens se réunissent pour fêter. Il faut faire en sorte que ça se passe bien. Il faut déjà qu'ils soient protégés contre les menaces terroristes qui peuvent exister, même si on pense que c'est beaucoup plus au Grand Nord. Il faut aussi qu'ils soient protégés contre les risques de banditisme, contre les accidents. Vous savez, les veilles de fête, si vous faites un tour au service traumato des deux CHU, peut-être que vous allez réfléchir 2 fois avant de prendre un verre d'alcool, parce que ce qui se passe là-bas, et combien d'ambulances arrivent par heure là-bas, avec des gens dans des états inimaginables. Et aujourd'hui, vous savez, c'est beaucoup de dépenses. Rien que pour soigner un pied cassé ou un bras cassé, vous êtes entre 700 et 1 million, minimum. On ne le sait pas trop, mais c'est beaucoup de dépenses là-bas. Et donc, contre ces accidents aussi, il faut faire quelque chose. Et donc, cette opération arrive en cette période de joie, mais en même temps des périodes très sensibles. C'est avec beaucoup de bonheur que les Togolais saluent le retour de cette opération. Et on a vu aussi la dernière fois le ministre de l'Administration territoriale qui a appelé les élus locaux à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, notamment dans le cadre de cette opération-là. Vous savez, les fêtes doivent finir en fait en beauté. Il ne faut pas que des incidents ou des faits assez graves viennent noircir la fête. On ne va pas terminer la fête dans la douleur, là. Voilà, surtout ça. Et donc, je pense que sur le plan sécuritaire, le gouvernement pense qu'il faut, en cette période sensible, faire beaucoup plus. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Il faut beaucoup de collaboration. Il faut que nous sachions que ce sont nos frères qui, eux, n'ont pas le droit de fêter parce que il faut que nous on fête. Et ces jours ne reviendront jamais. Ils sont là. Parce qu'ils ont décidé d'assurer notre sécurité. Oui, c'est le boulot qu'ils ont choisi, mais en même temps, qu'on se dise que pendant que nous profitons de cette quiétude-là, il y a des frères, des sœurs, parce qu'il y a des femmes aussi aujourd'hui dans ces rangs qui travaillent et être un peu plus courtois envers eux, même si, vous savez, quand on boit un peu, on voit la sécurité, c'est comme si on vous empêche de profiter de votre liberté, de votre fête, mais en même temps, ils sont là pour nous. Il faut qu'on fasse l'effort d'être courtois envers eux, de faciliter leur travail, surtout de collaborer avec eux, parce que, encore une fois, la sécurité, c'est pas la magie. Ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de collaboration. On espère que les autres citoyens comprendront leur présence et vont pouvoir les aider à accomplir cette mission. Samir, est-ce que vous comprenez que déjà à l'approche des fêtes de fin d'année, le gouvernement mise plus sur le renforcement de la sécurité et surtout des populations?
Ben écoutez Pascal, vous savez que le maintien de l'ordre public est une mission régalienne de l'État. Et pour les novices, ceux qui ne comprennent pas véritablement le concept d'ordre public, ils se disent que bon, quand on parle d'ordre public, c'est beaucoup plus lorsqu'il s'agit des manifestations politiques, lorsqu'il s'agit des manifestations publiques. Mais ça va au-delà, parce que quand vous prenez le concept même, on retrouve plusieurs composantes, notamment la salubrité, la sécurité. Donc, de facto, la sécurité est un élément important du maintien de l'ordre public. Or, vous savez que ceux qui sont à la tête du pays, ce sont des gens qui prennent à cœur en ce qui concerne ce maintien de l'ordre public. Donc ça leur tient à cœur. Et par le passé, les forces de sécurité se sont illustrées de façon positive, avec une certaine discipline, avec un certain professionnalisme. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ils ont encadré la rentrée scolaire véritablement. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ils ont encadré les élections, les différentes élections que nous avons connues. Vous avez vu, tout au moins, les conditions dans lesquelles les différentes manifestations politiques et associatives sont encadrées. Ça veut dire que, à la tête du ministère de la Sécurité, nous avons une certaine personne animée par le pragmatisme, par l'efficacité, par cette envie d'améliorer véritablement. Et depuis que le ministre Kaliss Badjoulba est arrivé à la tête de ce département ministériel, on constate véritablement cette envie, cette volonté de faire davantage. Alors quand vous prenez l'opération en elle-même, parce qu'en fait, quand on parle des fêtes de fin d'année, cela rime avec l'accélération des activités commerciales. Vous avez des boutiques qui ferment tardivement, vous avez des gens qui rentrent tardivement chez eux, vous avez des lieux de distraction, des lieux de loisirs, des lieux de plaisir qui intensifient les activités. Vous avez des bars qui s'animent davantage, vous avez des boîtes de nuit, vous avez quoi encore? Vous avez des centres de loisirs qui organisent amplement des activités. Donc il va falloir que l'autorité publique puisse s'assurer que l'ordre public règne véritablement. L'autorité publique doit s'assurer que la sécurité des biens et des personnes est assurée dans ces différentes situations. Et vous savez que Lomé est une ville qui s'agrandit de plus en plus. Donc vous avez des personnes qui travaillent en ville, qui ont des magasins en ville, qui ont des boutiques, qui sont obligées de fermer au cours de ces périodes-là, souvent à 0 heure, à 1 heure, à 2 heures. Donc ils rentrent souvent avec de l'argent, par exemple, avec des biens matériels. Donc on doit s'assurer que tout au long de leur parcours, c'est-à-dire dans ces localités-là où il n'y a pas de l'électrification publique, où il n'y a pas de route goudronnée, tout cela, on doit s'assurer de la présence des forces de sécurité. Donc s'assurer de la sécurité de ces personnes-là qui sont en circulation véritablement. L'autre élément, c'est que au cours de ces périodes de fête, on sait que il y a énormément d'ambiance, donc il y a énormément d'affluence en termes de circulation véritablement. Donc il va falloir renforcer la présence des forces de sécurité dans les axes stratégiques. Vous voyez, les axes stratégiques, notamment pour réglementer par exemple la circulation, pour s'assurer que les gens respectent donc le code de la route, pour s'assurer que les gens sont à jour en termes de pièces administratives, notamment ceux qui ont des véhicules et tout cela. Et vous savez que c'est au cours de cette période-là que nous avons des vols, le grand banditisme. Et donc, l'État ne peut pas être spectateur. Heureusement, et fort heureusement pour nous, nous avons un État responsable qui est acteur véritablement et qui s'assure que les populations soient dans des conditions normales, dans des situations, dans des conditions optimales pour accéder à l'année nouvelle. Et donc, c'est le bien fondé donc, de cette opération que nous saluons et que nous encourageons parce que les forces de sécurité de notre pays, le Togo, se sont toujours illustrées par leur discipline, par leur professionnalisme, par leur contribution au maintien de l'ordre public. D'accord. Et c'est à féliciter véritablement. Merci beaucoup, Samir. Oui, Firmin, vous, votre appréciation de cette opération? Vous savez, ça fait déjà quelques petites années, il y a un expert en géopolitique qui me posait cette question. Est-ce que vous pouvez me définir la paix? Il dit la paix, c'est simple. Que c'est la paix, c'est absence de guerre, absence de violence. Il m'a dit, oui, c'est une définition, mais minimale. Il me dit, la paix, c'est quand l'État met des milliards dans la formation des agents de sécurité, c'est-à-dire des forces de l'ordre. La paix, c'est quand toi tu dors, il y a des gens qui sont éveillés, qui
surveillent les frontières, qui parcourent les localités, qui sacrifient leur sommeil. La paix, c'est quand toi tu dors et les autres ne dorment pas. La paix, c'est quand il y a... Quand vous parlez des autres, vous parlez de qui? Oui, c'est-à-dire des forces de l'ordre, D'accord. Les patrons de la sécurité. Il dit, la paix, c'est quand l'État met des milliards pour que toi, tu puisses dormir tranquille. La paix, c'est que quand l'État met des milliards pour que toi, tu puisses t'assurer tes allers-retours. La paix, c'est quand l'État met des milliards et que tu peux emprunter des voies en toute tranquillité. Que c'est ça la paix. La paix, c'est des moyens. La paix, c'est des opérations. Et il me dit encore que depuis le 11 septembre 2011, non, c'est pas 2001, les stratégies en termes de sécurité ont changé. Et il me dit que la paix qu'il y avait aux États-Unis avant le 11 septembre 2001, cette paix-là, il serait difficile aux États-Unis de la retrouver, cette même paix. Et qu'il faudrait plus de 200 ans pour les États-Unis pour qu'elles puissent retrouver cette paix, ce standard de sécurité internationale. Et il me dit, donc quand l'État dit quelque chose ou met en place une stratégie pour assurer la sécurité de ses concitoyens ou de ses enfants, il faut saluer cela. Donc juste dire que je salue cela parce que des fois on ne voit pas. On ne voit pas. Au moment où nous sommes en train de parler comme ça, il y a des gens qui sillonnent, même peut-être en tenue civile, ils appellent ça TC, en tenue civile, pour que nous puissions faire cette émission ici, pour que nous puissions aller et revenir, pour que nous puissions fêter dans les bars, pour que nous puissions aller à la plage. Donc, c'est les forces de l'ordre et de sécurité, elles font un travail louable. Surtout avec à leur tête, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité. Donc, c'est un travail louable. On ne peut que les accompagner. Parce que sans sécurité, il n'y a rien à faire. Et la personne, pour conclure, me disait que, tu sais, c'est pour cela qu'il arrive dans la vie des nations, lorsqu'on leur demande de choisir entre la sécurité et la liberté, ils sacrifient la liberté. Parce que sans la sécurité, vous ne pouvez pas facilement exprimer votre liberté. Donc, bravo à cette opération. Il nous revient maintenant de faire notre part. C'est-à-dire, quand vous roulez, on vous demande de rouler de façon réglementaire. Respectez, en droit, on appelle ça règle contraventionnelle. Respectez les règles contraventionnelles, c'est-à-dire les règles qui régissent le code de la route. Respectez tout, respectez juste pour votre sécurité, pour que ce moment puisse passer et qu'on puisse retrouver nos esprits et rentrer en toute tranquillité en 2026, en 2027 et les autres années à venir. Que Dieu nous bénisse. D'accord, que Dieu nous bénisse, bien sûr. Alors, on va passer à un autre sujet, ce sujet sur la suspension d'octroi de permis de construire dans les communes de Vaud et Zio. Tout récemment, il y a le ministre de l'administration territoriale qui a fait sortir une note, et dans cette note, justement, le ministre a rappelé à ces communes dans lesquelles on a retrouvé justement des gisements de phosphate carbonaté, et des journaux sont revenus bien sûr sur le sujet. Le Canard indépendant revient sur le sujet. Le journal écrit foncier, suspension d'octroi de permis de construire dans des communes de Vaud et Zio, une mesure en porte-à-faux avec les procédures en la matière. Alors, c'est vrai, le MMLK a fait sortir même d'ailleurs un communiqué sur ce sujet, et le MMLK qui demande plutôt que des mesures soient respectées, surtout dans ces questions d'expropriation alors des terres de ces citoyens dont leurs terrains seront bien sûr expropriés. Oui, vous savez que le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, est toujours à cheval sur ces questions depuis des dizaines d'années, 20 ans maintenant. Donc, à la suite de ce communiqué, ou bien cette note du ministre envers les communes et les régions, le MMLK a sorti un communiqué pour dire deux choses. D'abord, pour dire qu'il faut respecter le code, la loi, c'est-à-dire le code foncier domanial du Togo, que le gouvernement même a réaménagé, a unifié, a actualisé, puisque les anciens codes dataient de la période coloniale. Donc, ils avaient fait un bon travail. Donc, on les invite tout simplement à respecter la loi. La seconde chose, on estime que, c'est notre appréciation, on estime que ces genres d'informations doivent être publiques, doivent faire l'objet de débats ou bien de décisions, de délibérations au niveau du Conseil des ministres pour informer publiquement les populations que c'est ce qu'il y a. Voilà l'objectif, voilà ce qu'on veut faire, et voilà à terme les bénéfices publics pour les citoyens. Maintenant, envoyer un communiqué, si ça ne tombait pas dans les escarcelles de la presse,
les gens, tu vas aller tout bonnement acheter un terrain, tu vas déjà acheter le terrain, tu vas payer au vendeur, et après, tu vas au cadastre pour faire tes papiers, on va te dire que non, que tu ne peux pas, parce qu'il y a un communiqué derrière, parce qu'il y a une mesure derrière. Là, le vendeur ne va plus te retourner l'argent. Et si jamais les choses se passent mal, parce que les gens ont peur, vous savez qu'il y a eu d'autres cas où au Togo on a exproprié les gens, les choses ne sont pas bien passées. Donc nous estimons que il faut que la loi soit respectée, le code de manière foncière, il faut que ça soit une décision gouvernementale en conseil des ministres et que la communication soit publique. Nous, personnellement, j'estime aussi qu'on ne nous a pas encore fait le bilan de la gestion du phosphate jusqu'à présent, de la gestion antérieure de ces ressources-là, pas que le phosphate, d'autres ressources. Et parce que les populations disent qu'ils ne voient pas, la couleur du développement. Quand vous allez à Vaughan, à Raroté, il manque même de l'électrification. Même dans le Yoto. Voilà, il en manque. Et nous avons, au niveau du MMK même, et dans les années, il y a 5 ans de cela, ou bien 10 ans de cela, on avait fait même des marches de protestation pour avoir de l'électricité à Momeragou. C'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'électricité là-bas, mais est-ce que les gens en jouissent? Donc j'estime qu'il faut d'abord faire le bilan de la gestion antérieure. Et qu'est-ce qu'on nous promet aujourd'hui avec ces nouvelles découvertes? Qu'est-ce qu'on nous promet en termes de développement pour la population? Quand tu vas dans les localités là, les gens on ne sent pas que c'est des localités qui sont bénies par Dieu. Il faut maintenant que nos autorités fassent que les populations qui sont dans ces localités se sentent vraiment béni. Voilà notre position. Vous savez aussi, je vais terminer là-dessus, on nous avait interpellés. On nous avait interpellé la dernière fois. On sait qui? Non, les populations nous appellent. Le chef, en l'occurrence, ceux dont je veux parler, en l'occurrence, le chef quartier ou bien les leaders communautaires de la zone de Lomé 2 là-bas, là, derrière le nouveau quartier administratif. Massou, oui. Autre, voilà. Ils nous avaient interpellés. J'ai discuté avec les leaders, le chef quartier, le responsable, la communauté là-bas. C'est un ministre qui s'est levé un jour et puis il a dit, bon, ici, là, on prend ça pour utilité publique. Et on n'a pas pu solder jusqu'à présent, 30 ans après ou bien 40 ans après, on n'a pas pu solder ce passif-là. Même chose pour l'université, on vient, on dégage les gens, on dit, c'est vrai, il y a utilité publique, l'État en a droit, mais il faut passer par les procédures idoines et surtout veiller à indemniser les gens de façon convenable pour que la personne puisse aller et trouver ailleurs où il va s'installer. D'accord. D'abord, est-ce que le ministre n'est pas dans son rôle, en rappelant quand même, surtout aux communes, aux mairies, de faire assez de suspension, de faire assez de sensibilisation sur la question et au-delà de cela, de suspendre aussi les permis de construire, ou l'octroi de permis de construire alors dans ces zones? Oui, bon, là, le ministre est dans son rôle, puisqu'il s'agit d'une note administrative. Et il essaie de s'adresser aux maires et tout ça, pour essayer quand même d'informer les populations par rapport surtout aux actes qu'ils devaient prendre au niveau de la délivrance de permis de construire et d'autres documents administratifs afférents. Mais moi, c'est pas ça véritablement ma tasse de thé. La vraie information, c'est à l'endroit de la population. Comment est-ce que les populations vont accueillir ces informations-là et comment on fait, par quel canal? Mais ça crée déjà des polémiques. Hein? Oui, ça va créer des polémiques parce que déjà, par quel canal les populations ont accès à ces informations-là, qui sont chargés d'aller transmettre ces informations aux populations. Et après, moi, je vois déjà l'exploitation anarchique quand même de nos ressources minières. C'est la Bible qui dit, tout est donné, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne sait pas ce que les profits que nous ont apportés véritablement les exploitations de nos ressources minières, surtout quand on parle de phosphate. Allez juste dans le Vaud et vous verrez là où étaient exploités ces phosphates-là. C'est incroyable. Le désordre qu'ils ont laissé là-bas, les gros trous, des gouffres un peu partout, un peu de pluie. Et même la plupart du temps, j'étais allé dans un village dans le Vaud là-bas pour l'enterrement de la maman d'un ami. Les voies par lesquelles on est passé pour arriver jusqu'au village, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est des trous un peu partout. Il suffit juste d'une petite pluie. Et parfois même les enfants se noient dans les eaux qui stagnent dans ces gros trous-là. Et après, les populations sont délogées de là, ils vont aller rester quelque part, ils perdent non seulement leur lieu d'habitation, mais aussi et surtout leur champ.
C'est ça, c'est le véritable problème aujourd'hui. Or, la plupart du temps, ces populations-là ne sont pas formées à autre chose et ne sont même pas recrutées par ces sociétés exploitantes-là. Maintenant, après, tu te poses la question de savoir, ces populations deviennent quoi? Ces populations dont les terrains sont expropriés. Vous savez, vous pouvez donner 1 milliard à quelqu'un aujourd'hui, mais s'il n'est pas formé à bien exploiter ces ressources-là, ces fonds, il va se retrouver du jour au lendemain pauvre. C'est-à-dire, il va dilapider l'argent. Il va dilapider les fonds. Surtout qu'il n'a été formé qu'un seul métier, c'est-à-dire les métiers champêtres. Donc aujourd'hui, quand on fait le bilan par rapport, moi je ne sais pas au niveau de l'État ce que ça nous a rapporté en termes de bénéfices et tout, puisque quand je prends les lignes budgétaires de pratiquement les lois de finances et tout ça, je ne vois pas de gros apports du phosphate, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons aller au-delà même de l'exploitation du phosphate. Est-ce qu'il s'agit juste d'exploiter et d'exporter ces phosphates-là au lieu de penser à la transformation, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin des intrants agricoles? Vous voyez, on n'arrive même pas à fabriquer des allumettes et autres là avec. Alors que c'est ce qui se fait avec le Maroc. On exploite les phosphates et puis après, on fait en sorte que ces phosphates-là puissent servir à l'interne, c'est-à-dire par les intrants et aussi par la fabrication d'autres dérivés de phosphate. Mais malheureusement ici, on creuse les trous, on laisse les trous à l'abandon, on va encore chercher d'autres terrains, on va encore creuser des trous là-bas et ce sont des hectares qui deviennent inexploités. Même après l'exploitation de ces ressources-là dans certaines contrées, dans les normes, moi je pense qu'on peut penser à refermer ces trous, à faire en sorte que ces terres-là deviennent de nouveau cultivables. Mais malheureusement, certaines populations se plaignent aussi que la compensation, c'est pas véritablement cela. Et d'autres se disent, bon, ils ont été expropriés. Là, on les a donnés. Ça n'atteint même pas 1 hectare. On vous exproprie peut-être 6 à 50 hectares. Mais là, on vous donne, c'est à peine 20 hectares. Alors que vous êtes toute une communauté, vous devez avoir des champs, vous devez avoir des maisons et tout. Donc, aujourd'hui, je pense que l'État doit beaucoup plus penser à comment exploiter ces terrains-là et surtout s'il faut aller vers l'exploitation, parce que j'ai l'impression que ces exploitations nous appauvrissent beaucoup plus, ça crée beaucoup plus de frustrés. Aujourd'hui, ce qu'il faut chercher de faire, c'est essayer quand même d'apporter les moyens à cette population-là de se développer dans ces contrées, parce que moi je le dis toujours, la meilleure richesse d'un pays, ce n'est pas les ressources minières, mais c'est la population. Si on arrive à bien exploiter cette population-là, je vous jure, je vous assure qu'on arrivera à un développement harmonieux et on n'aura même pas besoin de l'exploitation des ressources minières, de creuser des trous, de laisser des hectares qui peuvent nous servir dans d'autres domaines. Merci Gabin. Germain, est-ce que les populations de ces zones citées par le ministre, alors dans son communiqué ou dans sa note, est-ce que ces populations n'ont pas raison quand même de s'inquiéter au vu alors de tout ce que peut-être Gabin a décrit tout de suite? Oui, la population a le droit de s'inquiéter, mais en même temps, ce que les gens savent déjà, c'est que les richesses naturelles, les richesses minières, appartiennent à l'État. C'est-à-dire que là où vous habitez, chez vous, si demain on découvre une richesse minière, c'est votre terrain, c'est chez vous, mais ça appartient à l'État. Donc la loi minière dans les États, c'est un peu comme ça. Et une fois que les populations le comprennent, elles comprennent qu'elles ne sont plus propriétaires des terres sur lesquelles il y a des ressources naturelles ou des ressources minières qui appartiennent à l'État. Maintenant, il faut que l'État les réinstalle ailleurs. Il faut que l'État les indemnise parce qu'ils ont droit à ce qui se passe au-dessus, mais en bas, c'est pour l'État. C'est pour ça que même dans le domaine des forages, on a eu beaucoup de difficultés. Quand vous êtes chez vous, vous faites un forage, vous ne comprenez pas pourquoi on vous demande d'aller prendre une autorisation avant d'exploiter l'eau qui est sur votre terrain. Mais l'eau, en réalité, cette eau-là, selon la loi, appartient à l'État. Le terrain où vous avez mis votre maison, c'est pour vous. Mais l'eau, là, que vous exploitez, donc il y a ces lois. Donc, je crois que dans cette zone, ça fait des années qu'il y a beaucoup de choses qui s'exploitent là-bas. Les populations le savent. Et maintenant, c'est comment s'organiser pour profiter
de ces sociétés-là, surtout de ces entreprises qui exploitent. Parce que l'État, soit il peut exploiter directement ses ressources naturelles et minières, soit il peut recourir vers des sociétés privées ou publiques pour exploiter. Et on a vu ici, avec le phosphate, ça a évolué. CTMB, OTP, tout ce qu'on veut. Et on a vu dans d'autres zones des sociétés, qu'elles soient allemandes ou indiennes, qui exploitent le clinker pour produire donc du ciment. Mais en même temps, il y a aussi la loi sur les investissements qui font obligation à ces entreprises-là d'ouvrir le capital aux nationaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une entreprise entièrement dans les mains des étrangers. La loi les oblige à ouvrir une part du capital donc, aux nationaux qui le souhaitent. Là encore, parfois, c'est difficile de trouver des Togolais qui sentent le business et qui veulent investir. Mais la question que vous posez est beaucoup plus liée d'abord à la responsabilité de l'État, parce que quand l'État fait de l'argent dans une collectivité, il faut que cette collectivité-là en profite. C'est vrai qu'on ne peut pas dire ce phosphate-là appartient à la région, ce ciment-là appartient à la région, ça appartient à l'État qui fait de l'argent et qui utilise cet argent pour tout le Togo. Mais en même temps, on peut se dire, quand une entreprise est implantée quelque part, il faut que les riverains en profitent. C'est là où il y a la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Qui oblige toutes ces entreprises-là, qui sont dans des milieux, à investir, à prendre une partie de leurs bénéfices là et investir et développer, aider les collectivités, les communautés qui vivent là-bas, construire des écoles, construire des hôpitaux, aider à distribuer des cahiers comme on le voit parfois à la rentrée et tout ça. Donc, je crois que plusieurs de ces entreprises-là travaillent avec des comités dans ces villages-là pour suivre la gestion des fonds qui sont alloués aux communautés. Vous avez vu, dans certains cas, il y a eu beaucoup de problèmes parce que les entreprises donnaient de l'argent qui n'arrivait pas forcément aux bénéficiaires. Donc, il y a une question de gestion. Ceux-là qui représentent les communautés et pour lesquels les entreprises qui sont installées versent de l'argent n'ont pas par moment... Mais souvent, dans ce cas, il y a une commission tripartite quand même qui est souvent créée pour la gestion du fonds. Oui. En fait, maintenant, ça va mieux. Je vais un peu dans l'histoire pour dire pourquoi déjà certaines entreprises ne respectaient pas la RSE. Il a fallu que l'État les oblige à dire, mais ça, c'est une responsabilité sociétale, vous devez le faire. Maintenant, après, la façon dont les populations en bénéficient aussi, c'est une autre paire de manches. Il y a des cas où ces sous-là ont été détournés, entre guillemets, ou ne sont pas arrivés intégralement. Mais je ne dis pas que les entreprises ont fait suffisamment. Bon, elles peuvent faire beaucoup plus que ce qu'elles font. Mais après aussi, il faut que ceux qui pilotent ou qui gèrent ces partenariats-là aussi le fassent de façon transparente. D'accord. Maintenant, c'est vraiment d'encourager toutes les entreprises qui font de l'argent dans certaines localités de respecter toutes les obligations qui sont contenues dans la RSE et pour que les populations se plaignent de moins en moins. Mais après, c'est vraiment l'État, ces richesses-là appartiennent à l'État. Il faut le comprendre comme ça. D'accord. Samir, si ces richesses appartiennent à l'État, ça veut dire que ça doit justement impacter aussi les populations qui vivent alors sur ces terrains sur lesquels même d'ailleurs par après on va faire l'exploitation. Maintenant, il arrive même d'ailleurs que quand on découvre automatiquement ces ressources minières sur ces terrains, ça devient le malheur alors des populations. Je ne dirais pas exactement ce que vous avez dit, mais une chose est certaine. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la réalité? Non, peut-être que c'est votre appréciation. Je n'utiliserai pas les mots que vous avez utilisés pour décrire la situation. Une chose est certaine, toute population aspire à un mieux-être. C'est-à-dire que même si il arrivait que dans une collectivité donnée, dans une communauté donnée, il y a énormément d'investissements, il y aura toujours des réclamations, il y aura toujours des exigences, il y aura toujours des insuffisances à améliorer. Donc, sur le principe,
des réactions des populations liées à l'exploitation des ressources minières, ben c'est un fait. Et je pense que au niveau des plus hautes autorités de notre pays, le Togo, ça se comprend aussi comme ça. Cela leur interpelle à mieux faire, à faire davantage. Alors écoutez Pascal, la première chose, c'est que la démarche du ministre est une excellente démarche. Toutes les communes, tous les conseils régionaux sont sous tutelle du ministre de l'administration territoriale. Je ne sais pas si vous comprenez. Le maire, au-delà d'être un élu local, est un agent de l'État. C'est-à-dire que si l'État, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, a besoin de répondants sur le terrain, au-delà du préfet qui exerce ce contrôle des actes réglementaires pris par le maire, ben, le maire fait le suivi des politiques publiques au niveau de sa commune. Donc c'est normal que le ministre de l'administration territoriale adresse une note à l'attention des maires pour leur dire qu'en fait, dans le cas de la prospection de votre localité, l'État a détecté une richesse nationale qui va profiter à l'ensemble de la population. Donc, nous vous appelons à plus de communication, à plus de sensibilisation. Ce n'est pas le ministre qui va faire de la diffusion de ce communiqué. C'est les mairies, c'est les conseils régionaux qui doivent entreprendre les actions de sensibilisation, les actions de terrain pour aller sensibiliser leurs concitoyens, pour aller sensibiliser leurs habitants, pour leur dire qu'en fait, dans le cadre d'une probable exploitation du phosphate carbonaté, l'État a pris un certain nombre de mesures. Et donc, voilà les démarches que vous devez prendre. Donc, cette démarche du ministre de l'administration territoriale, le colonel Odabalo Awate, ben, elle est excellentissime. Elle est normale. Deuxième élément, ben, je suis heureux que au cours de ces 10 voire 15 dernières années, le Togo est, je vais dire ça comme ça, le Togo a entrepris une vaste réforme, notamment dans le cadre du programme de développement de la gouvernance minière. Vous savez, nous avons un cadre minier adapté, un cadre minier rénové qui prend en compte les différentes directives de l'UEMOA. C'est-à-dire que nous avons un code minier aux standards internationaux. Un code minier qui est conforme à ce qui se fait au Burkina Faso, à ce qui se fait en Côte d'Ivoire, à ce qui se fait au Bénin, à ce qui se fait au Sénégal. Donc au niveau de l'UEMOA, nous avons harmonisé nos dispositions minières. C'est une excellente chose. Deuxième élément, nous avons l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est vrai que ces dernières années, l'ITIE a acquis un retard dans la publication des rapports, mais je sais que dans ce contexte-là, il y a les rapports, par exemple, de 2022, 2023 et 2024 qui sont en préparation, qui vont être publiés. C'est pour qu'ils puissent avoir un œil indépendant, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un observateur indépendant pour attirer l'attention des autorités publiques sur les carences, sur les insuffisances, donc dans la gestion des ressources minières. Ça, c'est une excellente chose. Mais l'autre élément, c'est que je vais finir par là rapidement. C'est que quand vous regardez un peu l'exploitation des ressources minières sur le continent africain, au-delà de ce que Germain a évoqué, la question de la responsabilité sociétale des entreprises et tout, mais comment voudriez-vous que nos ressources nous profitent d'une manière maximale si nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas le prix sur le marché international? C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant a voulu nous faire don de ces ressources minières et ce n'est pas nous qui fixons le prix sur le marché international. Vous pensez que nous pouvons profiter pleinement de ces ressources-là? Non. Deuxième élément, c'est vrai, on dit l'Afrique est dotée des ressources minières. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Mais est-ce que ces ressources-là, vendues de façon brute, profitent en principe de façon maximale aux populations, ou bien c'est quand ces ressources-là sont transformées sur place qu'elles sont plus bénéfiques? Donc ce sont des réflexions que nous devons véritablement mener, et pour dire qu'en fait, l'État
fait ce qu'il peut véritablement, D'accord. mais nous pouvons faire mieux si nous rationalisons la gestion de ces ressources minières-là et que les différentes observations et les recommandations de l'ITIE sont prises en compte pour améliorer la gouvernance des ressources minières. D'accord. Éphémère, vous, votre appréciation sur le sujet? Non, moi, je ne voudrais pas dire que tout est dit. Tout est dit, mais je pense qu'il y a deux petites choses. La première chose, c'est la communication. Ça fait des années qu'on parle de ces genres de choses. La communication, que les riverains maîtrisent les lois fondamentales du pays. Quand vous, jamais pour l'a dit tout à l'heure, lorsque vous êtes sur un territoire, qu'on découvre le pétrole ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. C'est comme le fer qu'on trouve à Bandjeli, ça profite aux gens d'Anéro aussi. Vrai ou faux? Le fait qu'on trouve à Bandjeli, l'État récupère ça et crée une richesse. Et maintenant, les dividendes, tout le monde en profite. Donc, le fer, peut-être, exemple, je dis n'importe quoi. Le fer qu'on va trouver à Néro, ça va profiter à nos frères de Cara aussi. Donc, les gens doivent savoir que les richesses sont nationales et non locales. Les richesses de tout sont nationales. Donc, quand l'État prend au niveau de Tablebo, ça doit profiter aux gars de Dapan aussi. Donc, les gens doivent savoir ça, que ce ne sont pas leurs richesses. Donc, il faut que l'État communique là-dessus. Ce ne sont pas leurs richesses. Pour qu'on arrête. Là, si on arrive à expliquer comme ça va faire baisser les tensions. Ce ne sont pas leurs richesses. C'est des richesses nationales. Mais l'autre chose, c'est-à-dire, quand l'État dit, on doit vous délocaliser, ça veut dire, vous devez déménager pour aller aménager quelque part, vous devez savoir que, donc, à ce niveau, l'État doit indemniser. Et les entreprises aussi ont leur part de responsabilité. C'est là où se situe le problème. Et je vais conclure avec ce que Samir a dit. Oui, on a des richesses, bien sûr, on a des richesses. Et ces richesses-là, véritablement, nous appartiennent. Du moment où on ne peut même pas fixer le prix. On a des richesses, mais quelquefois, ça constitue un certain malheur pour l'Afrique. Donc là, moi, je demande encore aux plus hautes autorités de ce pays de penser en 2026 à comment on peut transformer ces ressources sur place. C'est là où on aura plus d'emplois et plus de richesses. D'accord. Et l'homme, jamais rapidement. Non, je voulais dire un truc quand même qui va fâcher un peu, mais qui est important qu'on sache. Parce que l'Africain a l'habitude de dire les Blancs viennent piller nos richesses. Mais en fait, nous sommes sur des richesses à chaque mètre carré. Sauf que nous ne les valorisons pas. Tout ce que nous avons est richesse. Mais on ne sait pas généralement à quoi ça sert. Exactement. Et quand on sait parfois à quoi ça sert, on ne veut pas transformer la chose nous-mêmes. Et donc c'est normal que ceux qui découvrent des choses fixent les prix. Parce que vous ne savez même pas à quoi ça sert. Le phosphate qu'on exploite, on vous dira, on veut faire ça peut faire... Depuis un temps, on sait au moins qu'on fait les engrais avec le phosphate. Et on se dit, mais comme nos champs ont besoin d'engrais, au lieu d'aller en Russie ailleurs en acheter, on peut en faire. Donc tous les minéraux qu'on a. On a des cailloux même qui ne nous servent à rien aujourd'hui. Mais demain, les Blancs vont venir en faire des pierres précieuses. Et on va dire, voilà, ils viennent nous piller. Mais c'est eux qui savent transformer. Je crois que l'Afrique doit aller à cette école-là pour voir tout ce qu'on a. Vous allez en RDC, on vous dit, mais c'est comme au Sahel, là, avec Arriva, c'est exploite quoi là? Arriva, oui. L'uranium. Vous êtes sûr qu'un Nigérian, il sait ce que c'est que l'uranium? Il ne sait même pas. Moi non plus. C'est le Blanc qui lui donne le nom, là, uranium d'abord. Ça sert à ça. Et donc, il faut que les Africains commencent par découvrir déjà les choses qui sont chez eux, à voir à quoi ça peut servir. Autrement, les gens viendront découvrir des choses chez nous, parce que c'est eux qui les découvrent en réalité. Si nous savions ça, on le vendrait plus cher. C'est eux qui la découvrent chez nous, mais c'est avec nous pendant des années. Et donc, moi, j'ai fait cette expérience avec un Français que j'ai rencontré qui est dans les arts. Il a offert au Togo des œuvres d'art qu'il allait chercher dans un trou perdu, dans un village perdu vers Dapan, qu'il a offert au musée du Quai d'Orsay. Alors, je lui pose la question, mais ce que vous avez offert au Togo, qui représente le Togo, c'est le musée doit avoir changé de nom maintenant, Jacques Chirac, je pense. Voilà. À combien on peut évaluer ça? Il me dit non, j'insiste pour avoir le prix. Il me dit, mais c'est moi qui donne de la valeur à ça. C'est moi qui ai donné de la valeur à ça. Et c'est vrai, il allait dans des maisons, on a enfui des vieilles sculptures qui sont jetées là-bas, il allait les déterrer. Il les a nettoyés, il a écrit des choses pas possibles. C'est lui qui a valorisé ça, c'est lui qui donne de la valeur à ça. Nous, on a jeté ça dans les poubelles. Et ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses.
En fait, sur tous les plans, ça se passe comme ça. C'est l'Occident, c'est les Chinois, c'est tout ce qu'on veut. C'est eux qui viennent voir des choses et disent ça peut servir à faire ça. Et nous, on vient, ils prennent comme ils veulent, puisque en réalité, c'est eux. D'accord. Donc, il faut quand même que l'Afrique se réveille. D'accord. Et qu'on commence par nous-mêmes chercher à voir ce qu'on a, qu'on ne connaît pas et ce à quoi ça peut servir. Comme ça, on peut justement bénéficier un peu du traitement économique. Que ça fait. Merci beaucoup, Germain. Il est déjà midi. On va donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne. 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels ils peuvent nous appeler. Ils peuvent réagir également sur notre numéro WhatsApp 90 45 118 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée TIMEF. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo. Merci à TIMEF pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. TIMEF à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Hé, Tchalé, Kofi m'a dit que tu galères avec le coût de la connexion Internet. Oui, Aménier, c'est devenu une vraie dépense. Je recharge des gigas chaque jour pour ma fille, ma femme et moi. Pourtant, on essaie de limiter nos connexions à de gros téléchargements, mais rien n'y fait. Et Tim quoi? Ah, Tchalé, un abonnement sans aucune limite de volume de gigas, c'est ce qu'il te faut à la maison, hein. Et Jonawe, tu peux profiter dès maintenant de l'installation de la box fibre Canal Box à 0 francs et bénéficier d'une connexion Internet illimitée pendant tout un mois. Ah bon? J'ai entendu dire que la fibre Canal Box est ultra rapide. Je pourrais télécharger des fichiers lourds en quelques secondes, regarder mes vidéos en HD sans coupure et ma fille pourra suivre ses cours en ligne sans stress. Ah, avec Canal Box, tu paies un seul abonnement par mois à partir de 15 000 francs pour toute ta famille et vous profitez d'une connexion illimitée, plus de limite de volume. Nous qui tout me le dit, hein. Comment je fais pour m'abonner? Vite, appelle le 88 66 ou rends-toi dans la boutique agréée Canal Box la plus proche. Optez pour l'illimité et libérez vos usages sur Internet. Contactez-nous au 88 66 ou rendez-vous en boutique. Hôtel Le Lac Togo, votre agréable hôtel avec sa plage au sable fin et propre, vous convie à séjourner festives le 25 décembre pour Noël et le 1er janvier pour le jour de l'an autour de son buffet bien garni. Venez passer ces deux agréables journées dans notre cadre féerique autour de notre piscine, sur notre ponton et aussi dans notre chapiteau, dans lequel vous pouvez recevoir jusqu'à 500 personnes. Aussi, nos divers jeux aquatiques, jet ski, pédalo, pirogue et autres. Hôtel Le Lac Togo, c'est aussi de belles et spacieuses chambres standards et VIP qu'il met à votre disposition. Réservez dès maintenant au 90 36 28 58, 90 36 60 60. Les fêtes de fin d'année à l'hôtel Le Lac Togo ce 25 décembre et 1er janvier seront une affaire de ouf.
Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Dans cette émission Club de la Presse, et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne. Allô? Oui, Pascal, bonjour. Bonjour, monsieur Senghor, comment vous allez? Pascal, bonjour. Oui, Senghor, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Non, ça va. Joyeux fête, joyeux Noël. Hein. Merci, pareil à vous. Je disais que filmer à Tissot là. Pardon? Je me dis que le Togo, ça va bien. Bon, je crois que... C'est firmé Teco, vous voulez dire? Allô? C'est firmé Teco. Oui, c'est firmé. Selon, quand il a commencé, il a dit que le Togo, tout va bien. Lui-même, ça va dire que ça va bien. Et monsieur, vous avez parlé de filmer à Tissot, c'est pourquoi je vous le disais. Voilà, donc je disais que, bon, comme ça va bien à son côté, M. Pascal, bon, prochainement, le gouvernement va donner 25 000, lui va donner 5 000 pour tous les 8 millions d'habitants. Voilà. Bon, parce que pourquoi je dis ça? Même les enfants de 2 ans, même ça, que ça ne va pas. Au Togo, vous voyez, non? Bon, ce qui est important, M. Pascal, moi, j'ai pour réfléchir à cela. Depuis des années, il n'y a même pas de compte. Les institutions sont là. Le postal, donc, on dit quelque chose, il n'y a même pas de compte à rendre. Le port est là, la douane est là, les institutions, le NATO. Mais on gère le pays comme une société privée là. Mais Pascal, comment vous voyez que c'est normal, c'est bon ça? Il faut que vraiment le chef de l'État, ou bien le PCM, cette année, ou bien cette 5e République là, qu'on fasse des comptes à la population. Parce que Dieu a laissé ses ressources à tous les Togolais. Dieu a laissé ses ressources à tous les Togolais. Il ne faut pas que vraiment les gens gèrent le pays comme c'est leur propriété privée. Je m'arrête ici. D'accord. Que Dieu bénisse le Togo. Merci, que Dieu vous bénisse aussi, Évangéliste Senghor, 90 86 35 35. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Mauto. Ah, monsieur Mauto, j'espère que vous allez bien. Ça va, je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue. Bien, le Togo a fait les réponses pour les façons des ressources naturelles. C'est bon. La finalité, qu'est-ce que ça donne au pays? Toutes ces richesses-là, qu'est-ce que ça donne au pays? Leur rapport au budget national. Est-ce que monsieur le juriste me dit l'apport des ressources naturelles, des ressources que je nous ai donné gratuitement là, leur apport au budget national. Donc, on gère mal le pays. Vous ne pouvez pas me dire combien de cette société participe au budget national. Le Togo a fait une bonne amélioration. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne les Togolais. On gère mal le pays. Vous allez à Sico, l'homme de Sico là, il est venu avec mes idées. Maintenant, il exploite notre trinquet. Et ce sont les Burkinabés qui sont les plus il est parti, monsieur Mauto. 90 86 35 35. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pascal. C'est monsieur Mawena. Monsieur Pascal. J'espère que vous allez bien. Oh, je vais bien, chez vous. Ça va aussi par la grâce de Dieu. Allez-y. Ok. Je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue. Monsieur Pascal. Oui. Moi, mon père me dit souvent, il fait à son âme. Si quelqu'un te donne à manger et arrivé que la personne commet des bêtises, et le courage de lui dire que ça là, c'est une bêtise. S'il refuse de te donner à manger, tant pis. Un jour, il va comprendre quoi. Ça, c'est un conseil que mon père me donne souvent et je pense que c'est la vérité quoi. Je vais demander à M. Samy. Il dit que le Togo a fait beaucoup de choses bon, dans l'exploitant, les phosphates. Il a quand même donné un seul exemple. L'avantage que ça a procuré à cette localité qu'on a exploité les phosphates. Il a quand même donné un seul exemple. Je ne veux pas donner un seul. Pour voir si vraiment le Togo a fait beaucoup et il reste encore à faire. Parce qu'on gère ce pays mal, quoi. On ne gère même pas le pays, quoi. On exploite même le pays au détriment de la population. C'est tout, hein.
Et ils construisent des châteaux en Europe. Nous, on souffre. Même simplement pour boire, on n'a pas le tout même pas. Et ça, là, on dit qu'on fait beaucoup. C'est un peu écœurant, quoi. Bonne émission. Merci, M. Moreno, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Pascal. C'est monsieur? C'est M. Bessan. Monsieur Bessan? Oui. Vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Badago. De Badago, allez-y. C'est par rapport à cette affaire de BIN là. Oui. Je suis étonné aujourd'hui que c'est maintenant qu'on dit aux populations de suspendre les permis de construction. On a fait cette prospection quand nous n'étions pas encore à l'école primaire. Et puis moi, j'ai passé le bac avec une qualification. C'est pour situer un peu les gens. Depuis là, jusqu'aujourd'hui, on n'a rien dit aux populations. Des gens occupent leur terre. Je sais que le sous-sol appartient à l'État. Mais au Togo, la terre appartient aux collectivités. C'est comme ça. Et vous allez voir comment on exploite les terres là. Combien on paye par mètre carré aux populations. Vous allez à Sélédine, à Dagbati, à Tchéti, Tadoum, Djokope. Allez voir comment on traite les gens là-bas. Nous étions à l'école, on est peut-être même à l'école primaire, on nous montrer, dire qu'il y a un pas chez nous. Ça fait de 50 ans. Ça fait de 50 ans. J'ai au moins 50 ans aujourd'hui. Et mes frères sont assis là-bas. Mes frères de même préfecture sont assis là-bas pour raconter ça. C'est bien. Tout va bien, c'est bon. Merci. Merci, M. Besson, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Nyamavo. Excusez-moi, c'est Nyamavo. J'aime pas le retour. Ah, d'accord, allez-y. J'aime pas le retour, mais je vais aller rapidement. Je vous salue et on vous souhaite une bonne santé. Merci. Alors, les ressources minières. Évidemment, tout ce que vous avez dit là-bas de forme pédagogique, tout le monde sait ça. Ce qui est souterrain, même, ce n'est pas souterrain seulement. Les armes même, c'est pour l'État. Tout ce qui est hors l'air, tout, c'est pour l'État. Hein? Même les ondes, c'est pour l'État. Mais qui est l'État? C'est nous tous. Mais on ne peut pas aller dégager quelqu'un qui n'est pas État. On doit l'expliquer à fond et à temps. Hein? Combien de temps on va les donner pour quitter les lieux? Et quelles sont les indemnités pour la localité? Et enfin, la transparence. Comme l'a dit mon frère, comment il s'appelle, le pasteur qui appelle du Nord. Donc, c'est la transparence. Il ne faut pas que quelqu'un prenne les mines comme sa poche. Et les Togolais vont couper dans la misère. C'est ça qui fait l'inquiétude des Togolais. Hein? J'entends souvent les gens dire ça veut dire quoi? On en vend, mais on ne sait pas la destination de ces fonds. C'est ça le problème. Il est bien qu'on ne connaît pas le matériel, le blanc vient, on dit qu'il nous pille. C'est ceux qui sont au pouvoir là, qui tiennent ces propos. Hein? Sinon, si le pays est bien géré comme le président de l'indépendance, le père de l'indépendance, on ne va pas crier un sien. Bonne émission. Oui, monsieur Nyamavo. Allô? Il est parti. J'aurais demandé, lui demander même d'ailleurs de laisser son numéro au niveau alors de la technique pour un sujet lui concernant. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, Waris. Comment vous allez? On se porte bien. Est-ce que c'est Waris ou bien c'est Agbovon? Pardon? Est-ce que c'est Waris ou Agbovon? Oh, c'est Waris. Ah, c'est Waris? Ah, d'accord. Là, je salue les confrères. D'accord, oui. Bon, je ne sais pas si monsieur Germain Pouli vient de vous joindre ici. Je l'avais attendu sur une radio de fil. Monsieur Germain Pouli est avec nous. Vous l'avez suivi? Oui, bon. Allez-y. Concernant les ressources, bon, et je pense que normalement, ceux qui devaient être expropriés doivent être contents de l'État à prendre leur terre. C'est vrai, ils doivent être contents. Mais est-ce que c'est le cas?
on appelle quelque chose expropriation pour cause d'utilité publique. On le fait tous. Ben, est-ce qu'il y a, comme l'a dit celui qui est passé avant moi, il doit avoir la transparence. Quand vous prenez certaines zones aujourd'hui, où il y a des ressources qu'on est en train d'utiliser, si vous voulez, mais c'est eux qui crient qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la voie et tout. Donc, c'est ça qui inquiète. Hein? Si un jour, on constate qu'il y a des ressources chez vous, sur votre terre, ça devait être quand même une fierté. Mais aujourd'hui, c'est comme une malédiction. Donc, je pense que l'État doit associer ceux qui seront expropriés. Il doit avoir un comité au sein de ces personnes-là pour que les discussions aillent au point normal. Merci. Merci Waris pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour. Allô? Pascal, bonjour. Oui, Basile, bonjour. Comment vous allez? Oui, togolaisement. Oui, togolaisement. J'espère que vous avez bien célébré la fête de Noël. Non, il n'y a pas de fête au Togo. Bon, mais je salue tous les autres confrères en studio. Mon frère Germain nous a suivi ici, mais je ne sais pas que c'est ici, il venait. C'est très bien. Et voilà, pour les lignes là, et tous ceux qui sont impliqués dans ça, les gens qui fondent les communautés, tout ça, on les connaît. C'est des gens de Batangère. Eux, là, quand ils disent quelque chose, on a trouvé là-bas, c'est pas pour eux. Nous, c'est comme ça, on va faire. Nous, c'est comme ça, on va faire. C'est comme ça que le Togo fonctionne. On ne fonctionne pas comme ça. Moi, je vais vous dire, pour la petite histoire, ce qu'on nous a arraché à Dabati, ce n'est même pas l'endroit où on veut exploiter. L'endroit qui est resté, qu'on va cultiver, on prend ça aussi pour construire à ce qu'on a délogé quelque part, et puis on brade ça. Un hectare à 1 million de francs. Mais vous savez jusqu'à quel point nous on souffre à Dabati? Et quand quelqu'un vient et dit qu'on a fait, il reste à faire. Qu'est-ce qu'on a fait et que ça reste à faire? Ne vous provoquez pas quand vous venez sur les médias. Basile. Oui. Non, mais je ne pense pas qu'il y a de provocation. Chacun donne son point de vue sur regardez, moi le je sujet. suis de Dabati. Oui. Père et maman de Dabati. Moi-même, je vous dis ce qu'on nous a fait. Mais regardez, quelqu'un va venir dire que l'État fait, il reste à faire. Mais il y a d'autres localités aussi. Et je ne sais pas si vous savez aussi la situation de l'autre côté, enfin dans ces localités. Ah, c'est quelle localité? Aujourd'hui, c'est à Dabati que tout fait concentrer. Mais quand vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant. Voilà, donc on ne va pas aller trop loin, mais c'est-à-dire qu'il faut essayer, même si c'est manger que vous cherchez, même les oiseaux du ciel ne meurent pas de la faim. Merci. Merci Basile pour votre intervention. Et Basile, je pense que c'est lui le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, enfin qui nous avez appelés pour vos diverses contributions. On revient en plateau pour faire notre dernier tour de table, bien sûr, pour cette dernière émission de vendredi de l'année, bien sûr. Et là, je le disais, nous allons faire juste un petit exercice concernant des sujets qui vous ont marqué tout au long de l'année. Vous allez vous prononcer là-dessus sur un sujet qui vous a marqué, qui vous tient. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui vous ont marqué, mais il y a particulièrement un quand même qui vous tient à cœur, et là, vous pouvez vous exprimer là-dessus. Non, vous savez... Et par après, vos vœux aussi. D'accord. Non, c'est difficile parce que l'actualité togolaise a été marquée par les crises politiques qu'il y a eu de façon spontanée. La jeunesse qui a crié à la fin et les autorités qui ont
qui ont mis en parallèle la paix. Donc, j'estime qu'il faut la paix avec un ventre rempli. La jeunesse bouillonne un peu partout dans le monde. Il va falloir que les autorités des pays africains sachent raison garder. Ils ne peuvent pas indéfiniment contrôler la jeunesse. Mais il faut qu'à un certain moment, ils se mettent au travail. Et c'est possible. S'ils se mettent véritablement au travail, on peut jouir de notre pays, on peut jouir des ressources de nos pays. Donc j'ai été vraiment marqué quand j'ai vu très tôt le matin, à 6 h du matin, comme ça, une photo d'un leader de la société civile togolaise où les soldats étaient à une berge au moment où les enfants étaient dans l'eau. C'est sur la page de André Afanou, qui est un homme de la société civile. J'ai vu des soldats... Un acteur de la société civile. Voilà, un acteur de la société civile. Des soldats qui faisaient le guet au moment où les enfants ou bien des manifestants étaient dans l'eau. Et par après, on a appris que on a retrouvé des corps dans l'eau. Donc, jusqu'à présent, on attend de savoir si c'est pas noyade. Donc, j'ai été vraiment bouleversé que ces situations-là reviennent. Alors, nous avons aussi vu des gens, et ça a marqué beaucoup de personnes dans mon quartier particulièrement, parce que on a vu encore des miliciens sortir, bastonner les gens en plein jour, revenir avec la moto, des gens repartis. Donc ça nous a vraiment scandalisés. Donc j'appelle à ce qu'il y ait vraiment la paix, mais il faut que nos ventres soient remplis, il faut qu'on soit heureux, il faut que la situation politique se décante. Et surtout, mon vœu, c'est qu'on libère les prisonniers d'opinion, en particulier mon ami Julien Kataka, qui était sur ma liste pour les élections régionales, qui était encore sur ma liste pour les élections municipales. Il n'a pas manifesté, mais il s'est retrouvé là-bas parce qu'il a participé à une réunion où même on n'a même pas parlé de politique. Donc, qu'on libère les prisonniers politiques. D'accord, merci. Oui, Gabin? Oui, bon, c'est une situation de fin qui m'a marqué. Premièrement, c'est comment on dit, c'est ce qu'a eu à subir Grimaru Sagna et Dama Diamagbo et même quelques-uns de vos confrères au siège de la CDPA. Et jusque-là, on n'a pas encore eu quand même la conclusion des enquêtes autour de cette affaire. Et après, ce sont les manifestations des 6 juin et ensuite 26, 27 et 28 juin passés où on a dénombré assez de morts, notamment celui du jeune Jacques. Et vraiment, c'était une période épouvantable et ça faisait suite à l'adoption de la Constitution de la Ve République et aussi par le fait que les populations n'étaient pas véritablement d'accord par rapport à l'augmentation du prix de l'électricité à 12,5%. Donc, c'était des périodes sombres qu'on a vécues cette année qui, moi, m'ont véritablement marqué. Et vivement, j'interpelle l'autorité à faire la lumière autour de cette affaire-là et aussi à arriver à appliquer les sanctions qu'il faut, parce que, bon, Dalméda vient de le dire, il y a certaines personnes qu'on a vues dans ces manifestations-là qui ont bastonné les gens, qui ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire, comme des nervis et tout ça. Et Dama Diamagbo lui a le dit qu'il a reconnu même certains qui étaient déjà à son siège, se retrouver dans une sorte d'organisation, appeler les sentinelles et tout ça. Je pense qu'il va falloir faire la lumière autour de cette affaire et véritablement essayer de situer les responsabilités. Et mon vœu, ou bien mes vœux, c'est que peut-être que le président du Conseil va présenter ses vœux aux populations cette année et vivement qu'il y ait réduction drastique de certains prix, notamment du gaz butane, du riz, de l'huile et aussi supprimer les frais de péage des motos. Ça, ce sont mes vœux. Merci beaucoup. Germain, le sujet qui vous a marqué tout au long de l'année. Il y a plusieurs faits qui ont marqué l'année 2025. Moi, je vais plutôt revenir sur un fait récent qui est tourné vers l'avenir, vers le futur. C'est cette rencontre qui vient de finir à l'hôtel de Février à la salle Fazao, qui est la Noël de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est le Kids Innovation Days. Le 22, 23 et 24 décembre, il y avait plus de 500 enfants togolais venus d'horizons divers.
dont certains sont venus de Compassion Internationale, qui est une ONG qui travaille beaucoup pour l'enfance malheureuse à travers le pays et qui ont frotté avec l'intelligence artificielle, la robotique, mais des cas pratiques. Et on a vu des jeunes Togolais qui rassurent quant à l'ingéniosité, à l'intérêt, à la créativité dont ils ont fait montre en participant à ces ateliers pratiques-là, avec des formateurs qui sont venus de Chine, d'Europe, d'Afrique, du Togo aussi. Et pour moi, c'est l'espoir d'un Togo technologique de demain. Pour moi, c'est les ingénieurs de demain, ceux-là qui vont amener nos pays et particulièrement le Togo. Merci beaucoup, puisque notre temps nous talonne. Mais merci beaucoup. Oui, 1 minute. Samir. Ben écoutez, Pascal, au-delà des différents événements qui sont revenus tout au long de l'année 2025, ce qui m'a marqué, c'est la pacificité du Togolais. Le Togolais, malgré les vicissitudes, malgré tous ces événements qui se sont produits, le Togolais a su rester zen, le Togolais resté fidèle à ses principes d'hospitalité, de paix, de vivre ensemble et tout cela. Donc mon vœu le plus ardent, c'est que le Togo soit uni, que les Togolais et les Togolaises se parlent entre eux, que nous puissions trouver une entente mutuelle pour que l'avenir de demain soit meilleur véritablement. Et pour finir, souhaiter une bonne, heureuse année par anticipation à l'ensemble du gouvernement togolais, en commençant par le président du Conseil, Fogna Singbe, et à tous ces ministres, dont le ministre chargé des relations avec le Parlement et les institutions. Merci beaucoup, Samir. Oui, Firmin, 1 minute. Oui, moi, c'est la 5e République. Le Togo est rentré effectivement cette année 2025 dans la 5e République. C'est une constitution bien innovante. Moment, je la découvre, je la lis tous les jours. Pour moi, c'est bien pour le pays parce que dans l'histoire du Togo, c'est la première fois pour d'abord un régime parlementaire de ce type. On l'a eu en 58-60, on l'a eu aussi avec la transition. On va pas refaire le débat, s'il te plaît. Bien sûr, merci. Un régime parlementaire innovant, moderne. Merci beaucoup. Alors, merci chers confrères, merci chers amis. C'est vrai, il y a Firmin qui le disait, Dieu nous a accompagnés tout au long de l'année. Nous vous disons merci, c'est pour cet exercice-là que vous aimez faire toujours. Dès que, autant que je vous appelle, vous rendez toujours disponible. Alors pour ce débat, merci à vous, Elom d'Almeida. Merci. Nous allons continuer l'aventure en 2026. Et si Dieu le veut, Dieu le voudra bien pour justement reprendre quelqu'un. Merci à vous, Gabé Adiaro, pour votre intervention également tout au long de cette émission et tout au long de l'année, bien sûr. Et merci à Germain Pouli, merci Sami Orosama, merci Firmin Teko Agbo pour votre intervention aussi. Nous faisons un coucou spécial à Monsieur Titipo Benoît, et il est fidèle auditeur bien sûr de cette émission depuis Sokode, et nous lui disons un bonjour fraternel, et également bonjour fraternel à cet auditeur qui nous suit, et lui célèbre son anniversaire aujourd'hui. C'est Étienne Anato qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons nous retrouver le lundi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, et une bière internationale.